à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'Happy Hour. Alors je suis pas accompagnée de Franek, mais j'ai quand même le plaisir de recevoir Stéphane pour le plan culture. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, et qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Je peux pas trop vous en dire maintenant, mais à mon avis, le sujet va beaucoup te plaire. Et toi Romain, comment ça va? Bah ça va très bien. Et donc pour le shot de la semaine, On part sur la puissance du streaming français, je vais vous en dire un petit peu plus. Ok, super. On va suivre aussi un nouveau format de recettes, donc avec Colline qui mélange cuisine et cinéma avec le film 3 nuits par semaine. Ensuite, Lucas reviendra sur le parcours de Sébastien Vettel qui a pris sa retraite. Et évidemment, on finira par les bons plans. On passe tout de suite au shot de la semaine. Alors samedi soir, c'est joué un match un peu particulier, non loin du stade du Parc des Princes. C'est plutôt précisément au stade Jean Bouin. Je parle bien du France-Espagne des streamers, remporté 2-0 par la France. Alors au-delà du score et du match en lui-même, c'est un événement qui a rassemblé près de 1,1 million de téléspectateurs sur la plateforme Twitch, qui dépasse de très peu le GP Explorer de Squeezie. Et comment on explique la dimension qui est en train de prendre l'univers du streaming français? En gros, pour retracer la chronologie du phénomène, on peut parler du Z-Event fondé en 2016 par le streamer Zerator sous le nom de projet Avengers. L'événement a pour but de lever des fonds pour des causes caritatives en réunissant un maximum de streamers français en direct sur la plateforme Twitch. Et bien, chaque année, record battu sur la levée des fonds. Et 6 ans plus tard, du coup, en 2022, on atteint plus de 10 millions d'euros récoltés, 10 millions et 100 000 pour être précis, et des louanges d'Emmanuel Macron qui ont été très vivement contestées par le streamer Antoine Daniel, si ça peut vous parler. Et exactement. Et entre-temps, c'est aussi l'émergence pour le streaming français de la plateforme Twitch et de nouveaux contenus, alors que tout le monde est un peu confiné chez lui. C'est le développement du e-sport par Kameto et sa bande et la fondation de la Carmine Corp, la plateforme de jeux en ligne, surtout sur League of Legends, les petits rats, les petits rats derrière leurs petits ordi. Non, je rigole bien sûr. Moi, je rigole pas. Ok, pardon. Et ils sont champions d'Europe du coup en 2021, du coup, ce qui place un peu le jeu français, le jeu vidéo français sur la carte du monde, quoi, clairement, sur les jeux vidéo, derrière un peu les Asiatiques, surtout, on avait ça en tête. Ce qui permet aussi par la suite, avec Kameto, de remplir des salles de type Bercy, comme Zerator avec d'autres événements, une salle comble. Et du coup, 2022, c'est vraiment le point d'orgue, l'année de la consécration pour le streaming français, avec l'écho médiatique de la Pixel War sur la plateforme Reddit. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre comme ça, premier abord. Alors le but, c'est que chacun des utilisateurs de la plateforme, avec un pixel, crée sur un carré comme ça, un symbole, par exemple, là, c'était encore un France-Espagne, crée un symbole français, et on peut dire que selon les utilisateurs des réseaux et autres, la France a encore gagné ce duel. Il y a aussi après le... de la place. Ouais, ils ont pris, comme tu le vois sur là, c'était plutôt vers la fin de l'événement, mais comme tu le vois au fond à gauche, tu vois Zizou, tu vois Thomas Pesquet, tu vois le drapeau français, l'Arc de Triomphe, voilà, le fameux croissant. Luke Skywalker. Exactement. Bon, après, Luke Skywalker, c'est la fin. Mais voilà, en gros, victoire encore des Français, libre à vous de choisir. Il y a aussi après le GP Explorer de Squeezie qui a réuni plus d'1 million de téléspectateurs. Alors c'est une course de Formule 4, ça s'est tenu au Mans, cher à notre chroniqueur Lucas du coup, et sur le mythique circuit du Mans. Et après là, pour conclure, c'était vraiment le Eleven All Stars d'Amine et Billy qui a explosé tous les records. Et du coup, ma question pour le plateau, avec tout ça, c'est le stream français peut-il encore aller plus loin? Alors quand je dis plus loin, c'est plus loin sur le paysage audiovisuel français, vu que 1,1 million téléspectateurs, ça fait beaucoup. Et niveau dans la société, est-ce qu'ils peuvent en prendre encore un peu plus de place? Voilà. Écoute, je pense que la réponse est dans ta question. Oui, le streaming peut aller très loin, voire au-delà. On l'a vu sur la décennie précédente.
Donc au milieu des années 2010, on voit que l'impact du streaming a quand même exploré, puisque quand je vois des Michou, des Inox ou autres, j'ai pas tous les noms en tête, mais on peut clairement dire que c'est devenu plus que des simples streamers, en fait, c'est devenu des icônes pour les gens. Et quand tu vois qu'il y a des événements comme le GP Explorer ou le foot France-Espagne qui a eu lieu ce week-end, c'est là où tu te dis que le streaming peut aller encore plus loin, qui sait, peut-être on se trouvera avec des événements comme les Streaming Awards, je sais pas, je te dis une connerie comme ça, mais Tu vas leur donner une idée là. voilà, Tu là, vas en tout cas, clairement leur si donner vous une passez idée. par là, hein, les Michou, les Inox, Streaming Award bientôt. Mais on voit qu'en tout cas, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'impact. Et oui, moi, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, surtout qu'on voit que c'est quand même des personnes assez suivies, aussi suivies que des chanteurs, des Ouais, acteurs ou autres. Donc, je pense que oui, la réponse est dans ta question. Bon, moi, je voulais vous lancer aussi sur la partie télé, parce qu'on voit que ça prend 1,1 million de téléspectateurs. J'ai l'impression que je l'ai répété 15 000 fois ce chiffre, mais ça dépasse plusieurs chaînes de la TNT, un peu délaissées justement par les jeunes. Et il y a justement encore, au-delà de ce chiffre, bon alors c'est sur un événement, ok, mais on voit qu'ils ont rapproché les événements dans l'année, et ça a suivi derrière. Donc du coup, est-ce que la télé en soi, elle peut s'inquiéter de ces événements-là, ou alors est-ce qu'elle devra s'adapter ? Bah, moi, je pense que la télé peut s'inquiéter, mais pas forcément que de ces événements-là. Enfin, en fait, on est une génération, les jeunes, qui se désolidarisent de ouf des médias traditionnels, qui se sentent plus représentés par la télé, par exemple. Et donc, c'est vrai que du coup, le stream, ça apparaît comme la bonne solution pour continuer à s'informer, aussi à se divertir, hein, avec des personnes qui correspondent un peu plus à ce qu'on attend. Et c'est pour ça que là, oui, on peut dire que ça a un impact sur la société, parce que même les politiques, en soi, ils l'ont compris. On l'a vu avec Macron pendant le The Event. Enfin, ils ont compris l'enjeu que ça a, le streaming français aujourd'hui. Ou ça rencontre avec McFly et Carlito, qui Oui, sont quand ouais, même de enfin, grosses têtes. En fait, on peut généraliser tout ce qui est l'Internet. nouveaux formats, nouveaux médias. Et maintenant, ils savent que dans une campagne de communication, que ce soit en politique, en marketing, t'es obligé d'avoir une présence sur ces médias-là. Et donc, le streaming, c'est une petite partie de tous les nouveaux médias, mais ça prend de plus en plus de place. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de politiques aussi qui essayent de s'y mettre. Pour la politique, ouais, mais pour la télé, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard. Tu vois, ils vont inviter des influenceurs à des émissions de type Danse avec les stars et autres. Mais par contre, niveau contenu, je les vois pas s'adapter encore. C'est pas la même audience, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas la même La audience. télé a une audience très spécifique et les jeunes ne regardent pas la télé. Je vois pas TF1 faire un GP Explorer et tout, mais c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des cases à prendre, mais ça reste compliqué à eux. Pour eux, j'ai l'impression de suivre la marche. J'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment, qu'ils prennent pas le train en marche, clairement. Après, là où je pense que justement les streamers ont compris un truc, c'est qu'on est une génération, en l'occurrence nous, la génération Z, qui est quand même vachement connectée. Donc je pense que justement, ils ont pris ce train d'avance et ils se sont dit, on va essayer de s'accaparer cette audience assez jeune. Et on voit que ça marche parce que, comme tu le dis, les jeunes commencent à se désintéresser de plus en plus des médias traditionnels. Ouais. Et c'est vrai que la télé ferait mieux que s'inquiéter Après, il par rapport à pourrait, ça. hein. Enfin, en Il soi, pourrait. la télé, c'est un format où ça pourrait être Bien décalqué sûr. en stream. Enfin, c'est pas le truc le plus compliqué. Non. Mais je pense qu'ils en ont pas l'envie non plus pour le moment, dans le sens où leur audimat, c'est pas les personnes qui regardent le streaming. Non, Et- clairement, mais un petit dimanche matin, tu vois, après téléfoot, au lieu de. Je sais pas ce qui passe à. C'est Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi, voilà, un truc comme ça. Tu vois. Tu peux pas remplacer les 12 coups de midi. Non, pas Ça, les là, 12 tu coups de perds ta c'est vrai que mamie, ça reste des grosses- C'est vrai que papy, ça reste des grosses c'est marques. vrai qu'on perd mamie et Ça reste papy des grosses là-dessus. marques, bien sûr. Mais tu vois, enfin. Il en faut pour tous les goûts. Téléfoot, c'est suivi par les jeunes, donc hop, enchaîner avec un petit truc streaming, un petit truc axé plus sur le streaming. Je trouve que c'est faisable, mais en soi. C'est pas la même façon de consommer. Notre génération n'a pas la même façon de consommer le divertissement et l'information que les générations précédentes. Ouais, c'est Et vrai. je pense que du coup, si tu choisis de t'accorder un tel audimat, et t'as des chances de perdre ceux d'à côté. Et c'est pour ça qu'ils s'y risqueraient pas. Après, je dis pas, hein, peut-être que dans 15 ans, quand les chaînes de télé traditionnelles auront perdu la plupart de leur audience puisqu'elle est vieillissante, ils se diront tiens, il serait peut-être temps de se. De lancer un nouveau concept, effectivement. Je pense. Mais bon. Et puis aussi, je pense que avec tout ce qui se passe en ce moment au vu de l'actualité, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui recherchent le divertissement, qui recherchent ce côté, on veut sortir de la réalité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se tourner sur des choses comme le streaming par exemple. Puis c'est peut-être un peu plus attachant aussi. Tu t'attaches Aussi. peut-être plus facilement à quelqu'un. Enfin. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Romain. Et puis, Je vous en prie. c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de se lancer sur Twitch au final. Et puis on passe au plan culture.
Alors on est à un mois de Noël, c'est bientôt le retour des chocolats, des cadeaux, pour certains du foie gras, et puis aussi tout ce qui est considéré comme un incontournable pour ces fêtes. Alors on commence déjà à l'entendre partout dans les magasins, les marchés. Vous l'aurez compris, je parle du mythique single All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce single ? Alors avant de vous raconter quoi que ce soit, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez les origines de ce classique ? Ah, franchement, non. Alors pas de panique, laissez-moi vous expliquer, mais pour ça, retour en 1994, donc Mimi de son surnom, fait partie de ces chanteuses pop Mimi Carey. très à la mode à cette période. Ouais, Mimi, le surnom est très C'est mignon. génial, C'est incroyable. génial, mais son label Columbia Records, qui voit d'ailleurs un grand potentiel en elle à ce moment-là, pense qu'il lui manque un petit quelque chose, vous savez, ce petit quelque chose qui pourrait la faire passer de simple chanteuse pop à artiste avec un grand A. Et voilà pourquoi, à l'approche des fêtes de fin d'année, lui propose un concept original. Donc ce concept, c'est celui d'enregistrer un album qui ferait l'équilibre entre des reprises d'hymnes de Noël classiques, mais aussi des musiques dans la même ambiance, mais avec une ambiance un peu plus festive. Donc ça a donné naissance au projet Merry Christmas, dans lequel on peut retrouver les magnifiques reprises de Holy Night ou de Silent Night. Excusez-moi pour mon accent qui n'est pas très English. Donc de quoi animer nos réveillons bien comme il faut, mais si un titre qui sortira du lot, c'est bien évidemment le fameux All I Want for Christmas is You. Mais là, tu l'as tenu l'accent là. Oui, là je l'ai tenu, mais en même temps, vous connaissez les droits d'auteur, c'est compliqué. On s'adapte, donc traduction des paroles, tout ce que je veux pour Noël, c'est Attends, toi. pour chaque chronique musique, tu vas nous chanter les sons en question ? Franchement, j'y réfléchis et Je ça pense peut être une bonne idée de concept. On peut creuser quelque chose, ouais. On en reparlera en off. Donc, je disais, traduction, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Donc, une déclaration d'amour sous forme de musique de Noël, originale, non ? Ouais. Originale. Donc, la suite, on la connaît, de multiples reprises, parfois avec d'autres artistes. Shout out to Justin Bieber. Et oui, j'ai repris l'accent, vous voyez. Donc, des millions d'écoutes chaque année. D'ailleurs, sachez que ce chant qui s'est imposé comme une hymne de Noël au fil du temps, lui rapporte plus de 2,5 millions de dollars par an. Donc tout ceci lui a permis d'être reconnu par ses fans comme la fameuse reine de Noël. C'est un statut qu'elle prend particulièrement à cœur quand même. Alors sur ce point, la diva nous l'a bien fait comprendre, la période novembre-décembre est la sienne, mais d'un point de vue juridique, vous verrez que c'est pas trop ça. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, Mariah Carey a voulu déposer le surnom Queen of Christmas en tant que marque. Donc une demande qui n'a pas été validée par l'Office américain des marques et des brevets. D'ailleurs, plusieurs artistes spécialistes dans les chansons de Noël ont applaudi cette décision. C'est le cas pour Elizabeth Chan, qui se revendique comme la seule artiste de Noël à plein temps du monde. Original comme job. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. D'ailleurs, si vous qui êtes à la maison, si vous pouvez y répondre, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Avec le succès intemporel qu'est le tube All I Want for Christmas Is You et l'impact qu'il a sur nos fêtes de Noël chaque année, peut-on dire que Mariah Carey est la seule et unique reine de Noël ? Ah mais très clairement. Elle fait 20 ans. Attends, 94, il est sorti le tube. 94, ça va faire bientôt 30 ans Incroyable, quand même. 28 ans. Ouais, c'est la reine de Noël. Moi je Y a dis pas non, mais débat. parce que je suis une rageuse, j'en ai marre Vas-y, quoi. dis-nous pourquoi. Ah, ça Allez. fait 30 ans. Déblaye, Genre, déblaye. tous les ans on l'entend, moi j'en peux plus. Ah, c'est vrai que dès que tu rentres dans un Monoprix à partir de... Alors que tu vois la version avec Monoprix Justin ou autre, Bieber là, elle est c'est passée à trop. la trappe, personne n'en entend jamais Je parler. viens d'en parler, Joanne. Mais oui, je sais, mais jamais tu l'entendras à Monop, tu vois. Ouais. Après, Après, je peux comprendre d'un côté. Après, j'ai déjà entendu dans un magasin en Suisse. Ah Donc, ouais comme quoi, elle est JB pas... est plus populaire Voilà. en Suisse. Après, il y avait quand Peut-être. même une grosse stratégie marketing autour de ce titre qui est plus intéressante au final que vouloir déposer en soi juste le titre de Reine de Noël. Elle fait mais- sa carrière sur un tube quand même, ça c'est vraiment Bah, incroyable. 2,5 millions de dollars par an, c'est pas rien. Ça va, elle s'assure Ouais. son été sur son petit yacht. bah, Elle est bien, largement. elle est très très bien. Et puis, je suis désolé, mais là, sur le coup, Joanne, je t'aime bien, mais je pense que je vais plutôt rejoindre Romain. On l'a bien compris, Maria, c'est clairement Je vais la me faire reine de Noël. détester en fait. Ouais. ok, ça marche. C'est ton problème, mais je suis désolé, pour moi, Maria est la reine de Noël, on l'a bien vu, hein, à chaque Noël, ben, sa musique passe, il y a eu plusieurs reprises, que ce soit dans les films, même parfois des chaînes urbaines qui font des programmations spéciales Noël vont passer sa musique. Donc elle a quand même eu un sacré impact, ça on peut pas le nier. Et Ouais. au-delà de All I Want for Christmas Is You, parce qu'il y a aussi eu les reprises Silent Night, Holy Night, même le fameux O Santa qu'elle a repris avec Jennifer Hudson et Ariana Grande qui avait bien marché il y a 2 ans. Donc, Mais vous connaissiez, vous, l'artiste qui s'est opposé à ce titre? Je me souviens plus son nom. Elizabeth Chan. Voilà, c'est ça. Qui s'est Alors- opposé à ce titre, parce que moi, perso, ces sons, je les connaissais pas du tout. Alors désolé pour elle, mais
Pas du tout. Mais il faudrait que je commence à écouter ses sons. Alors moi non Parce plus, que si c'est la seule chanteuse de Noël à plein temps comme elle le dit, je pense que... Parce qu'en fait, t'as fait Ça des sons de mérite Noël toute d'être l'année. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je trouve ça assez incroyable. Original comme job. Hein. Que des sons de Noël. Mais bon, Voilà. il y a quand même une histoire d'un peu de capitalisation sur l'image des fêtes, mais bon. Mais personne n'arrive à s'imposer en plus. Personne Mais bien sûr. n'ose contrecarrer les plans de la reine, quoi. C'est... Parce que Bah, pour- Elisabeth, elle l'a fait. Ouais. Elle les a contrecarrés. Maria Carey, elle a pas insisté, hein, elle a abandonné direct. Parce que pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'album de Justin Bieber, il est pas le seul. Il y a eu aussi Ariana Grande qui a sorti quand même pas mal d'EP concernant Noël. Il y a eu Leona Lewis, Nio, Chris Brown aussi d'ailleurs qui a Mais sorti des derniers Dites-moi sons. si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est des albums qui s'oublient quand même beaucoup plus avec le temps que C'est ça. d'un album classique. Enfin, Ouais, bien sûr. On va peut-être les entendre 2-3 fois, mais elles n'auront jamais le même impact que All I Want for Christmas Is You. tu vas pas l'écouter en juin, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah, merci Stéphane. Maintenant que vous avez bien All I Want for Christmas... non, All I Want for Christmas Is You, pardon, Je excusez-moi. prends l'accent un peu quand même. Je suis obligée. Voilà, on va te présenter notre recette de la semaine. Alors cette fois-ci, c'est un concept un peu particulier. Alphonse Dalle a laissé sa place, mais pas de panique. C'est Colline qui va te régaler en te présentant son film qu'elle a préféré au ciné cette semaine. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Malinx, mon super coéquipier, pour vous faire des gnocchis. Vous prenez de la tomate concassée en canette, ça coûte à peu près 50 centimes, de la crème, vous en avez tous chez vous, et de la mozza, et bien sûr des gnocchis. Du coup, en même temps, préparez les petits gnocchis. Je vais vous parler d'un film qui est en ce moment au cinéma, qui s'appelle 3 nuits par semaine. 3 nuits par semaine, c'est l'histoire de Baptiste. C'est un mec de 29 ans qui est en couple avec Samia, qui vivent une petite histoire d'amour bien tranquille. Et Samia, son job, elle, c'est de faire des interventions pour la lutte contre le sida le soir. Un soir, Baptiste, il va essayer d'aller avec elle voir ce qui se passe pendant ces interventions-là. Et il va faire la rencontre de Cookie Conti, qui est une drag queen. Baptiste va donc vouloir monter un genre de projet photographique avec cette drag queen. Il va découvrir derrière elle Quentin, qui est le personnage, enfin la personne qui incarne Cookie. Baptiste, il va être plongé dans cet univers de drag queen qui va lui permettre de découvrir de nombreuses choses et même sa sexualité. Pour vous donner mon avis sur le film, je l'ai noté 4 sur 5 sur Letterboxd, vous pouvez m'ajouter. Le réal, il y a eu un réel travail photographique a été fait vu que de toute manière on suit l'histoire d'un photographe. Les images sont vraiment sublimes et ça parle d'un sujet quand même assez touchy. En plus de ça, ça parle d'un sujet qui peut correspondre à tout le monde puisqu'on a tous des remises en question dans nos vies. Là, c'est le cas d'un jeune mec de 29 ans, mais ça pourrait nous arriver aussi à nous demain. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est fini, mes petites gnocchis revisitées sont prêtes. Je vous conseille d'aller voir 3 nuits par semaine au cinéma, ça y est encore jusqu'à la fin décembre, donc foncez. On se revoit vite. Bon appétit. Alors merci Alphonsette, même si je tiens à préciser qu'elle m'a pas laissé goûter à sa recette. Et on passe maintenant au barathon. Salut Lucas, du coup tu nous as rejoint en cours de route, comment tu vas ? Ça va très bien. Ok, et bah, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des actus sportifs cette semaine ? Aujourd'hui, on va faire 3 actus avec 3 questions. Donc première actu, les Bleus évidemment se sont imposés 4-1 face à l'Australie hier soir. Première question, quels ont été les buteurs ? Toi aussi tu te mets au quiz en fait, Rabiot, on n'avait pas été prévenus. Rabiot, Giroud et Mbappé. Exactement. Un doublé de Giroud qui égale le record de Thierry Henry avec 51 buts. C'était le premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Dans l'autre match du groupe D, la Tunisie et le Danemark se sont neutralisés sur le score de 0-0. Prochain match à samedi 17h face au Danemark avec les Bleus qui peuvent d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans les autres matchs de ce début de Coupe du Monde, quelle équipe hier a créé la surprise en battant un des favoris de cette Coupe du Monde ? L'Arabie Saoudite.
Exactement. Les Argentins qui font partie des favoris de la compétition qui se sont inclinés 2 buts à 1 face à l'Arabie Saoudite. Une rencontre marquée par les nombreux buts refusés à l'Argentine. Et pour la petite anecdote, hier, le roi d'Arabie Saoudite a déclaré qu'aujourd'hui, c'était un jour férié pour les Saoudiens après la victoire de leurs joueurs. Incroyable. Ça dingue. Dimanche dernier avait lieu le dernier Grand Prix de F1 de la saison, dans la lutte qui opposait Charles Leclerc et Sergio Pérez, qui a finalement obtenu le titre de vice-champion. J'ai regardé l'info ce matin en plus. Charles j'ai Leclerc. oublié. Voilà. Exactement, c'est Leclerc qui a pris cette seconde place en terminant deuxième derrière Max Verstappen, qui a gagné la course plutôt tranquillement. Son coéquipier Sergio Pérez a fait le choix d'un arrêt au stand qui au final n'était pas payant. Dans la lutte aux constructeurs aussi, c'est Alpine, l'équipe française, qui a pris la 4e place. L'année prochaine, on aura une écurie 100% française avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. En parlant de Formule 1, j'ai cru comprendre que tu allais nous parler de la retraite d'un grand champion. Sébastien Vettel qui a fait son dernier Grand Prix dimanche dernier à Abu Dhabi. Il a fini avec une belle 10e place au volant de son Aston Martin. Alors malheureusement, on n'a pas pu avoir la parade d'honneur avec Vettel, Alonso et Hamilton comme il y avait eu en 2018 pour la retraite d'Alonso qui au final n'était pas une vraie retraite puisqu'il est revenu 2 ans plus tard. Donc là, on a eu une parade mais seule parce que Hamilton et Alonso ont abandonné. Vettel, c'est un des plus grands champions de l'histoire de la F1. C'est simple, 4 fois champion du monde, 53 victoires et 122 podiums. Alors pour résumer un peu sa carrière rapidement, il a fait ses débuts chez BMW en 2007 lors du Grand Prix des États-Unis. La même année, il remplace Scott Speed chez Toro Rosso, écurie dans laquelle il poursuivra l'année suivante avec notamment une victoire à Monza, comme Pierre Gasly en 2020 à Monza dans la même écurie mais sous un autre nom. Cette victoire et ses bons résultats l'amènent chez Red Bull, qui est l'écurie mère, en 2009. Dès sa 2e saison chez l'écurie autrichienne, il remporte le championnat du monde 2010, le début d'une série de 4 championnats consécutifs. En 2014 arrive la domination de Mercedes, donc il ne parvient pas à poursuivre sa série et décide de partir pour Ferrari, qu'il rejoint en 2015. Il va y rester 6 ans pour un total de 14 victoires avec l'écurie italienne. Malheureusement, il ne parviendra pas à remplir son objectif de remporter le titre pour Ferrari. En 2019, il commence à rencontrer quelques difficultés chez Ferrari avec l'arrivée du jeune Charles Leclerc et il décide donc de partir pour Aston Martin, écurie dans laquelle il finira sa carrière. Vettel fait partie donc, des pilotes les plus titrés et surtout des plus respectés. Moi, personnellement, en tant que fan de F1, c'est avec lui que j'ai grandi, comme avec Alonso ou Hamilton, qui sont maintenant les doyens de la compétition. Et c'est ces personnes-là qui m'ont fait aimer ce sport. Donc j'aimerais savoir si vous aviez des sportifs ou des personnalités, peu importe le domaine, qui vous ont marqué plus jeune et qui vous ont fait aimer tel sport, telle musique ou tel art, etc. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que si tu n'avais pas grandi au Mans, tu penses que tu aurais été aussi réceptif à la F1 ? Alors, en fait, ça peut y jouer, mais le truc, c'est que il y avait mon père, avec mon père et mon frère, on regardait la F1, mais en soi, par exemple, les 24 heures du Mans, qui est la course... Évidemment, la première fois que j'y suis allé, c'était qu'en 2016. Donc au final, Le Mans n'a rien à voir, mais en même temps si, parce que du coup j'avais aussi un pote qui lui était fan de ça, donc c'est peut-être aussi lui qui m'a fait aimer tout ça, quoi. Et la rillette. Ouais, surtout la rillette. Je voulais faire. Donc, t'as quelqu'un ? Ouais, moi, je suis Qui déjà t'inspire hors sujet et c'est nul. Parce que vous parliez de sport et tout. Enfin, moi, oui, mais... On commence avec toi. Après, si t'as écouté ma question, j'ai pas parlé que de Oui, sport. c'est vrai. C'est vrai. Ok. Je te l'accorde un point pour toi. Bah, moi, en soi, oui. Après, c'est plus dans le cinéma, du coup. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, moi, c'est vraiment les films de... Après, c'est un peu... Enfin, tout le monde... je me perds complètement dans ce que je dis. En gros, c'est vraiment les films de Tim Burton qui m'ont fait aimer le cinéma parce qu'il a une esthétique qui est ultra particulière. C'est vraiment des animations spécifiques, un univers ultra précis et qui lui correspond beaucoup. Et c'est ça qui m'a vraiment fait aimer le cinéma pour le coup. Voilà, tout simplement. Et vous ? Ton film préféré de Tim Burton ? Frankenweenie. Et je trouve ça marrant parce que c'est un des films les moins connus. Et en fait, petit fun fact, si je dis pas de fake news, il me semble que j'avais vu qu'en gros, Alice au Pays des Merveilles, il avait fait un contrat avec Disney, du coup, pour en gros, c'était... Parce que Frankenweenie, c'est un film assez particulier, parce que du coup, c'est un film en noir et blanc, donc c'est pas vraiment ce qui plaît majoritairement aux jeunes et au public de Disney. Et en gros, le contrat, c'était s'il faisait Alice au Pays des Merveilles avec Disney, il aurait le droit aussi de faire Frankenweenie derrière. Et donc c'est pour ça que du coup, le film est sorti, dont Alice au Pays des Merveilles. Ok. Je trouve ça assez stylé. Voilà. Ouais, c'est intéressant de ouf. Tu m'informes. Tu nous apprends quelque chose, je vais Ouais. dormir moins bête.
Vous le regardez en plus, Frankenweenie, pour un film pour enfants, c'est en noir et blanc, ça parle d'un chien qui le ressuscite, un chien zombie à moitié, donc Mais c'est mignon ça. c'est vraiment, tu montes pas à ça à ton petit cousin de 6 ans, quoi. Bah si, c'est mignon. Oui, c'est comme Coraline, enfin on évite, tu vois, genre... Ouais, les gars, vous, est-ce que vous avez un idole ou des idoles? Alors, tu veux commencer? Ouais, moi commence. j'ai eu comme ça, Zinedine Zidane 2006. Classique. Qui m'a fait prendre ma licence de foot après à 8 ans, direct, à vraiment toute la compétition et tout. J'ai commencé un peu à regarder le foot à ce moment-là. Il y avait une petite finale oh là là, PSG Marseille. Et après, j'ai regardé le mondial, tout ça. Ça voulait mettre Zizou à la retraite. Et puis ce mec, c'était vraiment un récital lors de cette compétition. Et puis moi, il m'a fait aimer le foot. Et peut-être la dramaturgie du truc aussi, le coup de boule, tout ça. J'ai dit, waouh, c'est... j'en ai pleuré pour un petit, tu vois. J'étais là, En waouh, 2006, c'était t'avais au moins incroyable. 30 ans déjà. Presque, j'avais de la barbe et le permis. Zidane m'a fait aimer le football, clairement. Alors que c'était sa dernière compétition, moi je voulais pas qu'il arrête. Enfin, ce mec, je le trouvais incroyable. Le France-Brésil 2006, c'est un poème. Non, je rigole, mais non, vraiment, c'était magnifique. Après, en dehors du sport aussi, j'ai beaucoup aimé le ciné. Après, j'ai pas vraiment quelqu'un qui m'a marqué dans le ciné comme ça, mais vraiment dans le sport, ouais, Zizou. Alors moi, je vais te prendre 3 secteurs. Sport, musique, cinéma. Le mec, il fait une On va disserte. Voilà, une Vraiment. disserte. Intro, que- développement. Voilà, conclusion. intro, développement, conclusion. Je vais pas trop en dire, sinon je risque de saouler les abonnés, c'est vrai. Bref. Alors, au niveau du sport, je suis peut-être pas forcément un grand connaisseur en foot, bien que j'aime bien ce sport et que je le regarde. Mais franco de port comme ça, je te dirais CR7, parce qu'au-delà du sportif, je vois surtout l'homme qui s'est battu, l'homme qui a tout donné, l'homme qui est parti de rien. Et quand tu vois qu'il a construit un empire, franchement, c'est quelque chose, hein. Comme ils le font en régie, on a juste envie de faire un su. Mais non, franchement, en fait, c'est à la fois le sportif et à la fois l'homme. Maintenant, niveau cinéma, Will Smith, parce que j'ai grandi avec ses films et en particulier sa série Le Prince de Bel-Air. Et le fait de le voir évoluer dans des contextes un peu plus sérieux parfois, que ce soit dans Bad Boys ou même dans I Am the Legend, tu vois que le gars il est capable de s'adapter à tout, surtout que nous, en plus du cinéma, il a quand même fait de la musique. On se rappelle les Miami, les Wild Wild West, tous ces fameux titres qui sont devenus des classiques. Maintenant, en termes de musique, je pense qu'on a un peu tous le même idole, hein, Michael Jackson. Je sais Ah pas oui, si c'est c'est. vrai, mais Je sais ouais. pas si c'est. Ah, c'est vrai, Moi, c'est j'ai grave le- du mal, hein. Franchement, avec tous les scandales autour de Oh, Michael Jackson. Je suis ouais, désolée, moi, je peux pas. non, hein. On a déjà discuté de ça hors plateau, je suis pas d'accord avec toi. Mais- Rien n'a été prouvé. Non, je rigole. Ah, tu rigoles Oula, et on va se faire strike. Mais non, mais attends, mais il a été acquitté là-dessus, non? Bah, je sais pas, moi, j'ai juste regardé Ah, le bon, documentaire de 4 heures où t'as les gamins qui peut-être à coup de parlent. millions, il a été acquitté. Peut-être. Non, mais après, il y avait une histoire comme c'était- quoi il avait payé certains enfants aussi pour se taire, je crois. Ouais, c'est possible. Non, mais ça a été prouvé. Non, Je oui, suis c'est vrai que désolée, ça a c'est vrai été que prouvé, Neverland, Michael Jackson. c'est vrai que Ouais, Neverland, Neverland, c'était un c'était peu glauque. quelque chose de bresson. Mais niveau musique et tout, Mais bon. c'est vrai que j'ai grandi avec Michael Jackson. bien c'est sûr. vrai, je pourrais faire 2 albums de chansons que je surkiffe. Est-ce que tu étais ce genre de personne qui, justement, dès qu'il voyait des clips de Michael Jackson, commençait à danser devant sa télé? Bien sûr, même si Oh, je danse très mal, Non. mais bien sûr. C'est quoi le son On que tu nous sait, as sûr. fait écouter de Michael Jackson la dernière fois? Je ne veux pas la fin de nous. Il a chanté en français. Je vous conseille. C'est un peu ambiance romantique, tout ça. Ouais. Voilà. Non, mais il y a la version. Allez regarder quand même, ça vaut le détour, mais. Non, franchement, Michael Jackson, pour moi, son tube préféré, les gens ont souvent tendance à dire des Billie Jean, des Thriller, mais moi, ça reste Remember the Time. Je suis T'as désolé. oublié ton accent, là. Voilà. Petit mood R&B un peu. Petit mot de R&B, J'aime bien. clip Ouais, en, c'est vrai. clip en Ouais. Égypte qui était juste incroyable. Ouais, Enfin, on c'est se vrai. souvient les effets spéciaux. Et puis je suis désolé les gars, Michael Jackson, c'est le père de la musique. C'est vrai. Attends, je suis désolé, sans Michael Jackson, on n'aurait pas eu Beyoncé, on n'aurait pas eu Lady Gaga, on n'aurait pas eu Chris Brown. Parce que je suis désolé, mais quand je regarde ces artistes-là que j'adore et que j'apprécie, parce que j'ai aussi grandi en écoutant du Beyoncé, du Chris Brown, tout ce que tu veux, franchement, quand on regarde leurs moves, on ressent l'inspiration MJ. Je suis désolé. Enfin, t'aurais C'est pas vrai. eu non plus un documentaire de 4 heures sur des enfants traumatisés. Bref, on est là pour parler de musique jaune. Voilà. Bon, on plombe l'ambiance. Et, voilà. Bon, l'émission, elle a beau s'appeler la Happy Hour, c'est pas que des pintes. Et cette semaine, Mélina se lance un défi, c'est te donner envie de travailler. Waouh.
Bienvenue à la recyclerie 83 boulevard Ornano dans le 18e arrondissement. Café, bar, restaurant, espace de travail, elle fait tout. Allez, comme le prix c'est ce qui vous importe le plus, comme d'hab, c'est pas cher. Le café filtre est à seulement 1 €, t'as une formule à 5 € pour le goûter, c'est parfait pour ta pause entre 2 révisions. Oui, parce que c'est top pour travailler, c'est calme et grand. Vraiment grand. Tu trouveras toujours de la place, c'est construit sur une ancienne gare, donc c'est hyper lumineux et chaleureux. En plus, le lieu est engagé écologiquement, cet épisode n'est pas sponsorisé par Europe Écologie Les Verts. Sa cantine est responsable et les déchets sont triés. La recyclerie, ça héberge aussi des artistes, tu pourras y trouver des ateliers et des vernissages. À l'approche des partiels du premier semestre, c'est le lieu parfait. Si vous voulez voir le replay de Romain qui défile à la recyclerie l'année dernière, ce sera sur le compte Insta Non. Green Carpet. Absolument pas. Voilà. Bon bref, c'est la fin de cette émission. On est ravis de vous avoir accueillis à l'Happy Hour. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Et surtout à l'avenir, n'oubliez pas de boire un verre d'eau entre chaque bière.